Voilà. Donc ce que je me suis amusé à faire durant la journée, c'est effectivement à suivre les pas à distance, donc les prises de notes, à effectivement aller à droite à gauche, écouter. J'ai surtout effectivement regardé, enfin des fois essayer de résoudre les problèmes techniques et informatiques inhérents à ce superbe espace. Je vais mettre comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Donc, essayer de résoudre quelques petits problèmes techniques. On voit qu'effectivement, des fois, pour utiliser des outils potentiellement coopératifs, c'est des fois un peu compliqué. Mais j'ai surtout, du coup, lu les notes que vous preniez au fur et à mesure. Et puis, là, en écoutant, l'essai de, alors je ne sais pas du tout une synthèse, mais en tout cas de petits renvois en miroir que je souhaiterais vous faire, il y a tout un tas d'éléments qui, effectivement, paraissent tout à fait à propos. Donc déjà, la première chose, et vous l'avez dit à plein de reprises, pardon, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc je m'appelle Laurent Marceau depuis à peu près 40 ans, et je travaille dans une structure, une association qui s'appelle Outils Réseau, qui aide les gens à coopérer, collaborer, fonctionner en réseau. Il paraît qu'actuellement, il y a plein de gens qui souhaitent coopérer, collaborer, fonctionner en réseau. Donc nous, on essaie de les aider à ça. Donc un élément extrêmement important, c'est que ce ne sont pas les outils entre guillemets collaboratifs qui vont vous faire collaborer. Les outils numériques ne vont qu'amplifier une volonté d'être humain à collaborer, à coopérer. Donc c'est d'abord un choix d'être humain de changer des pratiques, de changer le fait de ne pas partager les choses. Ensuite, les outils informatiques pourront éventuellement prolonger cette volonté de coopérer qui va d'abord s'élaborer en présence. Donc ça, c'est un élément sur lequel maintenant on est absolument convaincu. Donc si quelqu'un un jour vient vous vendre un outil collaboratif, ça n'existe pas. C'est des outils pouvant être collaboratifs, c'est des outils que des humains qui décident de collaborer vont insérer dans leur boîte à outils, simplement. Mais les outils en eux-mêmes ne sont pas collaboratifs. Donc, une fois que ça c'est dit, ça c'est gentil, qu'est-ce qui se passe derrière? Et donc, ce que je souhaiterais vous répéter, parce qu'en fait, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est que ce qu'il s'agit de faire, c'est plus un changement de posture dans nos têtes, dans nos structures, entre nos structures, pour effectivement passer de logique un petit peu individualiste. Quand même, à l'école, on a appris à ne pas copier, on a appris à être meilleur que les autres, on a appris tout un tas de choses qui, on nous l'a bien rabâché, était la manière officielle de faire. Bon, ça ne marche pas, hein, d'accord? Si les humains n'avaient pas copié entre eux depuis des générations, on ne serait pas là en train de discuter. Donc, il y a un certain nombre de changements de posture à faire, et je vous propose d'en explorer quelques-unes. Donc, je vais vous les présenter très rapidement, et pour que dans 20 minutes, vous puissiez partir, parce que c'était le contrat qui était fixé. Donc la première chose qui est indispensable, donc je vais très rapidement lire les différents petits points et éventuellement, s'il me reste du temps, je pourrai les détailler. La première chose, c'est pour que les humains puissent collaborer, coopérer, faire des liens entre eux, la première chose, c'est qu'il faut absolument qu'ils puissent se représenter collectivement et se voir. Quand on dit se représenter collectivement, ça peut être sur une carte. Est-ce qu'il y a quelqu'un juste à côté de moi qui fait à peu près le même métier que moi ? C'est par des échanges. Et là, le fait que vous ayez discuté ensemble autour d'un même atelier, forcément, vous avez rencontré des personnes qui sont proches de vous et avec lesquelles il conviendrait de continuer à échanger. Donc ça, le premier élément, c'est d'avoir des outils, et quand je dis outils, ce n'est pas forcément outils informatiques, ça peut être des organisations, ça peut être des événements qui vous permettent de vous voir collectivement, en tant qu'individu, en tant que structure, en tant que projet, en tant que problème rencontré. Et donc ça, le fait de donner à voir aux autres qui on est, les sujets sur lesquels on est, c'est une dimension fondamentale. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de lien possible. La deuxième chose, qui est peut-être un peu plus, alors je ne sais pas si c'est militante, c'est d'assumer notre fonction exploratoire. Quand on est dans le champ du social, quand on est dans le champ de la culture, bien souvent, on est assez proche d'une grande famille qui s'appelle le champ de l'économie sociale et solidaire. Le but de ces structures, c'est d'inventer, d'explorer des réponses à des problèmes qu'on a perçus collectivement. Si on dit, tiens, dans nos spectacles, il n'y a que les jolis cravatés qui viennent, ce serait bien que des personnes qui n'ont pas les moyens puissent venir. Comment faire? Et donc, on va inventer des réponses. Culture du cœur, c'est exactement ça. C'est inventer des réponses à des problèmes perçus collectivement. Cette fonction-là, fonction exploratoire, il faut absolument qu'on l'assume et il faut qu'on la revendique. Et il faut qu'on nous finance pour ça. Notre boulot, c'est d'inventer des réponses, encore une fois, à des problèmes qui sont des problèmes qui varient dans le temps.
Quand on dit explorer, ça veut dire qu'on ne peut pas dire à l'avance si ce qu'on va faire, ça va fonctionner ou pas. Ça veut dire qu'absolument, il faut qu'on puisse nous donner le droit d'essayer des choses. Si jamais ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et c'est comme ça que les plus grandes, en tout cas beaucoup d'inventions ont été faites. C'est d'abord on expérimente, des fois ça marche, et quand ça marche, on se le dit entre nous. Quand ça ne marche pas, c'est pas la peine, on le garde pour nous. Donc ça, c'est assumer cette fonction exploratoire et le revendiquer, et du coup être financé là-dessus. Nous sommes des petits laboratoires, et si les laboratoires que nous sommes ne sont pas financés pour ça, eh bien on va être uniquement obligé de faire des choses qui sont déjà fonctionnelles, où on sait déjà que ça marche. Ça, c'est assez peu intéressant. En tout cas, ce n'est pas ce dont la société a besoin aujourd'hui. Troisième petit point, c'est derrière ça, imaginez qu'on a inventé plein de choses qui sont fabuleuses. Un enjeu immense va consister à libérer, à fabriquer et à préserver nos biens communs. Là, je vais juste, du coup, ouvrir un tout petit peu pour que ce soit peut-être plus explicite. Voilà, si j'appuie sur le mauvais, je ne suis pas très fort en outils. Hein. Là, ça peut être d'imaginer des opérations de libération du contenu. Alors, c'est quoi les contenus? C'est quoi nos biens communs? Ça peut être ma plus belle demande de subvention. Ça fait mal. Hein. Mais n'empêche que quand on a fait une demande de subvention à la Fondation de France, il est possible que l'année d'après, je ne vais pas refaire une demande à la Fondation de France. Par contre, le fait d'avoir fait une très belle demande et de la partager avec des gens qui sont à peu près dans le même monde que moi, mais quel gain en termes d'efficience? Donc la question, c'est de repérer quels sont nos biens communs et comment ces biens communs-là, on va les partager ou pas. Et donc là, ça va se poser derrière ça, la question, c'est est-ce que vraiment, quand on dit il faut collaborer, bon, ça, tout le monde est d'accord, mais quand on dit collaborer, c'est-à-dire partager des choses. Et partager des choses, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à ce que l'autre puisse les utiliser. Donc est-ce qu'on va partager? Alors, une plus belle demande de subvention, c'est un petit peu provocateur, mais pourquoi pas? Mes plus belles fiches pédagogiques, mes plus belles méthodes, mes réussites, ma veille, mon projet associatif. Et là, il y a plein de choses qui sont des biens communs, des choses qui mériteraient d'être partagées et qui permettraient, alors d'une part, d'être reconnues par d'autres personnes qui pourraient avoir envie d'échanger avec moi, mais éventuellement de faire un joli copier-coller d'un certain nombre de contenus et qui fait qu'on va arrêter de passer notre temps à faire des pseudo-justifications en mettant les bons mots-clés pour avoir les bonnes subventions. On va pouvoir se consacrer à inventer des projets, à réfléchir, à redonner du temps. On parlait tout à l'heure de slow meeting, redonner du temps au cerveau pour qu'on puisse réfléchir. Réfléchir, ça prend du temps. Il faut absolument faut arriver à se déstresser, sinon on ne pourra pas le faire. Et donc ça, un enjeu, c'est libérer, fabriquer et préserver nos biens communs. Favoriser l'innovation sociale ascendante. Actuellement, il y a plein d'innovations qui se passent sur le terrain. Et donc ce matin, ce que je vais expliquer, c'est que sortez un petit peu je vous encourage à sortir de votre entre-soi. Là, c'est déjà très bien qu'il y ait des gens du social et du culturel, et on voit la richesse qu'il y a eu à ce que vous échangez entre vous. Allez discuter avec des gens qui sont des militants justement de la libération des données. Il y a plein de gens actuellement qui travaillent là-dessus, et vous avez tout un tas d'éléments importants à échanger avec eux. Il y a plein de gens dans le monde des gens qui travaillent dans le domaine du durable, dans le monde de travaux pour que la planète soit un peu plus viable et vivable. Eh bien, ces personnes-là se posent les mêmes questions que vous et donc s'aperçoivent qu'il faut absolument sortir des logiques disciplinaires, qu'il faut absolument mutualiser sur les projets et que les chantiers auxquels nous sommes confrontés ne pourront se résoudre qu'en connectant nos intelligences. Elles ne pourront pas se résoudre chacun en ordre dispersé. Alors effectivement, certains vont plutôt avoir tendance à nous mettre en concurrence, parce que quand je vous mets en concurrence, je prends du pouvoir sur vous. Si on veut effectivement faire naître des projets qui font sens, qui font société, eh bien il faut absolument qu'on arrive à plutôt effectivement collaborer, coopérer. Donc là, par rapport à ça, c'est vraiment l'idée effectivement de libérer nos contenus et de nous débrouiller pour que ça nous échappe. Donc des fois, déjà entre nous, donc ça c'est le minimum, mais surtout que ça puisse être récupéré, pourquoi pas, par des gens qui sont dans des domaines qui sont complètement différents. Ça c'était le côté innovation sociale ascendante, donc allez voir. Donner à voir nos innovations. Bien souvent, on invente des choses fabuleuses. Il y a à peu près nous seuls qui en sommes au courant. Éventuellement les membres du CA quand ils lisent le compte-rendu d'activité.
bien souvent, on fait des choses fabuleuses et ce qu'on fait n'est pas visible. Donc là, il y a un vrai travail de donner à voir ce qu'on fait, simplement. Et donc c'est rédiger un petit article, le publier, alors le publier sur son site internet, éviter que les sites internet soient des pages de publicité, mais des endroits où on dit, ben voilà, nous actuellement on est en train d'inventer ça, et donc à partir du moment où je rends visible qu'actuellement je suis en train d'inventer ça, ben forcément je vais pouvoir me connecter avec des personnes qui ont envie d'inventer à peu près dans le même domaine. Et donc là, quand on arrive à connecter justement des intelligences, il est possible, en tout cas, nous c'est un élément qu'on voit assez fréquemment, c'est qu'à nous tous, on est des fois moins bêtes que tout seul. Des fois. Un élément dont vous avez beaucoup parlé aussi, c'est tout ce qui est processus réflexif. Donc dire, il faut faire. Donc il y a le côté, il faut prendre du temps pour réfléchir, mais faire, réfléchir, faire. Donc on parlait d'agir, réfléchir, agir. Donc c'est l'idée de laboratoire citoyen, se débrouiller pour que nos chantiers soient des chantiers d'action, recherche, action, des chantiers, effectivement, où on va faire, mais on va avoir des pratiques réflexives. Donc ça, il y a un groupe qui a beaucoup travaillé dessus, qui nous permet de démontrer qu'effectivement, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Sinon, on en est convaincu. Nous, quand vous passez votre temps à faire des projets fabuleux tels que ceux que vous nous avez présentés, vous êtes forcément convaincu que ça fonctionne. Donc à un moment, prendre un petit peu du recul pour donner des argumentaires qui soient des argumentaires à travailler. Donc là, il y a tout un tas de pistes que vous avez évoquées qui sont fabuleux, comme l'évaluation de l'utilité sociale, les indicateurs de bonheur. Enfin, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont absolument fabuleux, en faisant très attention pour que vous soyez, attention du fait que vous restiez maître des critères de cette évaluation. Donc ça, c'est un enjeu immense, et donc là, pareil, il y a un petit enjeu à les protéger pour que personne puisse les emparer. On a tout un tas d'exemples dans le secteur sanitaire et social, où les critères qui ont été mis en place par les structures dans le cadre d'évaluation de l'utilité sociale sont devenus des critères normatifs, qui sont maintenant des critères qui les sélectionnent entre eux. Donc c'est-à-dire, le processus d'évaluation, c'est un processus mouvant, donc les critères sont des critères qui appartiennent à vos projets et qui vont varier dans le temps. Donc on a vraiment intérêt à ce que cette logique-là, on se l'approprie. Si on ne se l'approprie pas, ça va nous retomber sur la figure et on va avoir des personnes qui un jour vont vous évaluer sur leurs critères à eux et ils vont les figer pendant un certain temps. Et ce qui fait que le corollaire de ça, c'est qu'on va avoir des projets qui vont être relativement figés et qui vont être bien sûr principalement sur du quantitatif, parce qu'évaluer le qualitatif, c'est un peu plus compliqué. Autre élément, c'est apprendre à copier. Il y a un vrai travail à apprendre à copier. À l'école, encore une fois, on n'a pas appris ça. Et donc, à partir du moment où je vais libérer mes plus belles innovations, mes codes sources de projet, mes manières de faire, c'est comment on va copier. Alors, quand on dit comment on va copier, c'est est-ce que je copie pour en faire n'importe quoi, mais c'est du coup se mettre d'accord entre nous sur quelles sont les conditions du partage. C'est est-ce que quand je fais ce contenu-là, tu peux le réutiliser en le modifiant ou pas? Est-ce que tu peux le réutiliser à des fins commerciales ou pas? Là, quand on commence à parler de ça, réutilisation à des fins commerciales, on dirait, oh non, je veux bien qu'il est partagé, mais il ne faut pas que les gens se fassent de l'argent. Oui, mais sauf que si on n'arrive pas à se faire de l'argent dans nos activités, ça va être compliqué d'arriver à équilibrer nos budgets. Donc, est-ce qu'on va pouvoir partager nos projets, nos innovations? Est-ce que effectivement, je vais pouvoir réutiliser tes jolies inventions? Et ces jolies inventions, est-ce que du coup, je suis obligé de te citer? Est-ce que j'ai le droit de le modifier? Est-ce que j'ai le droit de le rediffuser? Si je le rediffuse, est-ce que j'associe à ça les licences? Donc là, c'est quasiment des conditions juridiques et des réflexions juridiques sur qu'est-ce que veut dire copier. Ça, il y a tout un tas de réflexions dans le domaine notamment tous les gens qui sont dans le monde du libre et tout ça ont beaucoup réfléchi à cette notion juridique. Alors, un point important après, c'est que ici, c'est du coup apprendre à coopérer. Il est possible qu'à l'école, on n'ait pas du tout appris à faire ça. On sent bien, et vous l'avez dit, j'ai essayé de noter le nombre de fois où vous avez dit il faudrait qu'on coopère, il faudrait qu'on collabore, il faudrait qu'on fasse ça en réseau. Donc on en est tous convaincus, sauf qu'on n'a pas appris à faire ça. Et on n'a pas appris un certain nombre de choses qui sont associées à ça. Donc ça, je vais l'ouvrir un tout petit peu. Donc qui dit apprendre à coopérer, c'est changer des pratiques. Là, tout à l'heure, il y avait une élue qui, je ne sais pas si elle est revenue, une élue qui me disait ah là on sent bien que c'est en train de bouger, mais nous on comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Oui, les gens se mettent à collaborer, même des fois en se passant de nous. Donc qu'est-ce qui se passe? Quels nouveaux jeux sont en train de s'établir? Donc ça veut dire derrière ça
que quand on va prendre le risque de fonctionner différemment et de passer quasiment des fois de logique de concurrence, alors des concurrences voulues et non voulues, des fois on va mettre ceux qui travaillent dans le social d'un côté, dans le culturel dans d'autres, dans le privé d'un côté, dans le public de l'autre, etc. On va faire tout un tas de clivages, ça c'est notre jolie société. Dès qu'il va falloir changer les pratiques, il va falloir passer de logique de concurrence à des logiques de coopération. Donc pour ça, on a intérêt à développer un certain nombre d'argumentaires. Et donc ça, vous en avez parlé, il faut, quand on prend le risque de changer dans les pratiques, il faut qu'on soit un petit peu costaud derrière pour dire, quand on fait ça, est-ce que ça sert à quelque chose? Quels nouveaux effets ça produit? Et comment on est capable de l'argumenter? Alors, dans les argumentaires, il y a des argumentaires politiques, parce que quand on discute avec certains élus, ça nous arrive des fois au quotidien, enfin, ça nous arrive des fois, ils ont une trouille terrible que les citoyens soient capables de s'organiser comme des grands. Donc il y a un vrai travail à faire avec eux pour les rassurer et de leur dire « mais c'est pas grave, tu vas pas perdre du pouvoir ». Et c'est plutôt de passer d'une logique d'intention à une logique d'attention. Et c'est d'être à l'écoute et donc passe d'une logique de démocratie directe à une logique de démocratie contributive. Il y a des gens qui ont réussi et qui ne sont même pas morts. Parce qu'après, il y a le risque, si jamais je donne du pouvoir aux personnes pour qu'ils fassent entre eux, il y a des personnes qui pensent qu'ils vont... Alors, mourir symboliquement, ils ne vont pas mourir d'un seul coup comme ça, mais ils pensent que leur pouvoir est tout à fait menacé. Donc là, il y a un vrai travail où il faut les rassurer, et quand on dit les rassurer, c'est des élus. Ce qu'on a vécu avec la direction des services informatiques aujourd'hui, c'est la peur de la perte de pouvoir. Là, on a mis des outils où on pouvait se passer d'eux. Pour eux, c'est tragique. Donc il y a tout un tas d'endroits comme ça où il va falloir rassurer les personnes et leur dire ne vous inquiétez pas, voilà, faut vraiment. Et donc là, l'idée d'argumentaire à partager est assez importante. Alors les argumentaires économiques, c'est vraiment un argumentaire de poids. Parce que, alors c'est à la fois un argumentaire en interne, quand on change de pratique, est-ce que ça ne va pas nous coûter plus cher que, comme déjà on n'a pas un copec et on aura de moins en moins d'argent, est-ce que si on utilise des méthodes coopératives, est-ce que ça va nous coûter plus cher ou au contraire nous rapporter de l'argent? Donc ça, il y a un vrai travail pour se rassurer soi, mais aussi c'est des éléments qui peuvent faire mouche. Et donc ça, là-dessus, il y a quelques petits travaux, notamment l'agglomération de Brest qui a beaucoup travaillé, qui voit que quand il initie des projets en logique de concurrence, 1 euro investi d'argent public génère en valeur absolue moins d'1 euro en termes de richesse pour le territoire. Tandis que quand on oblige par de l'argent public les gens sur le terrain à coopérer entre eux, on s'aperçoit qu'1 euro investi va créer en richesse absolue entre 2 et 3 euros. Alors ça, quand on dit ça, je vois des sourcils qui bougent un petit peu. Ben oui, si mon invention, voilà, je te donne de l'argent public pour que tu inventes une nouvelle méthode, une nouvelle formation, si le contenu de cette formation est libéré, et du coup, et maintenant un bien commun, devient un bien commun, ça veut dire que l'autre structure qui est à côté va pouvoir la réutiliser et n'aura pas à dépenser du temps, dépenser de l'argent public pour des fois refaire la même chose. Nous, à nous balader sur les territoires, on est affligés par le fait que la collectivité, des fois, va financer 15 000 fois la même chose. Et là, quand on prend un peu du recul au niveau du territoire, si ce n'est plus, c'est complètement affligeant. Si jamais, quand on met de l'argent public, on impose aux personnes que ces contenus-là soient libérés, soient partagés, vous allez voir qu'économiquement, oui, 1 euro investi en impulsant de la coopération, eh bien, va générer plus au final, 2 à 3 euros. Alors après, il y a ça c'est, on va dire, les critères, les argumentaires politiques et économiques, ça c'est ceux qui vont permettre de convaincre notamment notre entourage beaucoup. Après, on a des argumentaires intrinsèques sur lesquels on peut beaucoup travailler, c'est la notion d'utilité sociale. Là, il y a maintenant des très très bons boulots et des belles méthodes qu'on peut utiliser. Et l'argumentaire du bonheur, c'est vraiment un chantier sur lequel plein de personnes travaillent. Comment on peut se débrouiller pour que dans nos structures, dans nos projets, le fait de faire ensemble, le fait de collaborer, coopérer, fasse que on est un peu plus heureux. Et donc ça, on commence maintenant à avoir des vrais groupes de recherche qui travaillent autour de, par exemple, Patrick Vivray, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là, sur des nouveaux indicateurs de richesse. Et là-dedans, la notion de bonheur est tout à fait... et on s'aperçoit qu'en général, le corollaire du bonheur, c'est de prendre le temps, de ralentir, et donc d'avoir des moyens pour gagner du temps. Quand on partage, on gagne du temps. Donc c'est vraiment des éléments comme ça. Il va falloir, pour apprendre à coopérer, apprendre des nouveaux savoir-faire. Savoir coopérer, ça s'apprend, et là il y a des ressources que je pourrais mettre à disposition, notamment un petit bouquin qui s'appelle
enfin, je vous ferai circuler ça. Il y a un petit guide d'animateurs de projets collaboratifs parce que c'est des vrais savoir-faire en termes de techniques d'animation qui sont un petit peu différents. Alors l'outillage, plusieurs fois on a parlé de... Il faut que je clique sur le bon endroit. Plusieurs fois on a parlé d'outils. L'outil, un des seuls intérêts de l'outil, c'est de pouvoir faire à distance ce qui peut y être fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire à distance. Et puis il y a des choses qu'on doit faire en présence. Donc si on veut que des personnes collaborent et utilisent des outils pour collaborer, il faut absolument qu'ils se voient. Un groupe qui fonctionnerait ex nihilo sur Internet et avec des outils informatiques, s'il marche, vous m'appelez, ça m'intéressera beaucoup. Donc l'idée c'est de pouvoir faire à distance ce qui peut y être fait, afin de garder du vrai temps de présence. Et donc l'enjeu pour que les réseaux fonctionnent, pour que la coopération puisse se faire, c'est de retrouver des temps, des espaces-temps où on a de l'excellente qualité de relations humaines. Et donc pour avoir ce temps-là, ça veut dire que, imaginez, on prend des assises comme ça, on aurait très bien pu imaginer commencer à travailler un petit peu à distance pour qu'on fasse des pauses encore plus longues. Parce que c'est là qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Pour que, effectivement, l'idée de slow événement dont on a parlé tout à l'heure puisse se mettre en place. Et donc là, c'est effectivement, là, l'outil informatique a du sens. L'autre moment où l'outil informatique a du sens, et donc là, ça a disparu de ma petite présentation, c'est quand ça fait gagner du temps. Quand effectivement, on a une base de données qui est bien organisée, qui fait que je ne vais pas passer mon temps à tout réinventer parce que j'ai quelque part un endroit où je peux trouver directement le bon interlocuteur qui va me faire gagner du temps ou la bonne demande de subvention qui est déjà mise en partage. Si je gagne du temps, eh bien effectivement, alors c'est surtout pas pour travailler plus, hein, ça c'est pas vrai, hein. Ceux qui croyaient que travailler plus pour gagner plus et tout ça, ça ne marche pas. Hein. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils pour gagner du temps, pour, encore une fois, retrouver du temps de qualité humaine. Alors, donc il y a un tout petit mais, et j'arrêterai là-dessus. Mais derrière ça, ça veut dire qu'il va falloir, il y a un nouveau mal qui est en train d'apparaître qui s'appelle l'infobésité. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour apprendre à gérer ce qu'on appelle l'infobésité. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais là, pendant une journée, vous n'avez pas été devant votre ordinateur. Quand vous allez l'ouvrir demain matin, vous allez avoir un flux d'informations qui va arriver, qui va vous faire culpabiliser et oublier tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc il y a un vrai travail pour apprendre à gérer cette infobésité. Donc là, si vous commencez à chercher sur Internet, il y a vraiment des groupes de travail là-dessus où on apprend à se mettre dans le flux. Donc des fois, si on prend la métaphore de la rivière, il y a plein d'informations qui arrivent. Et des fois, pour travailler, il faut se mettre hors flux. Il faut apprendre à se débrancher de tous ces satanés outils. Et puis quand on est à l'intérieur, il faut savoir utiliser les outils pour justement trier le flux. Et c'est pareil, encore une fois, l'intérêt des outils, c'est d'automatiser un certain nombre de choses chiantes qui ne pourraient pas être faites avec un seul cerveau devant sa machine. Autre élément, c'est qu'il faut savoir animer des réseaux et des projets coopératifs. Donc là, il y a un vrai travail de formation à faire. Donc là, je crois que Arsenic est en train de réfléchir pour mettre en place une formation de gestion de projets coopératifs. Quand vous faites des formations comme ça, évitez de vous mettre uniquement entre cultureux. Et évitez de vous mettre uniquement entre travailleurs sociaux. Des gens qui doivent apprendre à travailler en réseau ou à coopérer, il y en a plein. Si vous faites une formation justement avec des libristes dont on parlait tout à l'heure, des durabilistes dont on parlait tout à l'heure, et vous, eh bien, vous allez voir qu'on a plein de choses à s'apprendre entre ces différents secteurs. Et puis enfin, par rapport aux outils, c'est que, et ça vous l'avez aussi dit, les outils ne s'animent pas tout seuls. Ça se saurait et ce serait triste. Donc il faut absolument qu'il y ait des gens qui animent ça. Et donc pour animer ça, soit on va aller chercher des sous-sous pour payer un animateur de réseau, ou l'autre solution, c'est quand on est suffisamment à partager, on s'aperçoit que les gains d'efficience qu'on va faire vont nous permettre de dégager du temps pour du coup animer le réseau. Donc un exemple de ça, on travaille avec le réseau des documentalistes de la ville de Brest. Donc là, quand on dit les documentalistes, c'est tous les documentalistes du territoire. Ce n'est pas les documentalistes qui sont payés par l'agglo de Brest. Et donc là, il y a 100 documentalistes, enfin un peu plus d'une centaine de documentalistes sur l'ensemble du territoire breton. Alors c'est le documentaliste de l'hôpital, le documentaliste de la fac, le documentaliste de la médiathèque. Voilà, c'est tous on fait péter complètement les frontières institutionnelles. Ces 100 documentalistes, le fait qu'ils travaillent entre eux, ils ont démontré qu'ils avaient gagné en mutualisant leur veille, leurs pratiques, leur demande de subvention. Ils ont dégagé l'équivalent de 5 équivalents temps plein. Parce que c'était eux, une de leurs indications, c'est OK, on travaille en réseau, mais le but du jeu, c'est que ça nous permette d'être un peu plus fainéants. C'est quand même le but du jeu dans la vie, quoi. Enfin, en tout cas, de pouvoir retrouver du temps pour être heureux et être humain.
Donc là, ils ont dégagé l'équivalent de 5 équivalents temps plein. Donc, à tour de rôle, eh bien, ils jouent le rôle d'animateur de réseau. Donc là, il y a tout un tas de petits processus que maintenant on voit tout à fait apparaître dans des réseaux qui montrent que des fois, ce n'est pas une histoire de moyens supplémentaires, c'est une histoire de gain d'efficience et de partage et des conditions du partage qui vont faire qu'à nous tous, on peut être moins bête que tout seul. Et en tout cas, j'en suis convaincu. Merci. Avant de vous remercier de votre présence et de vous dire combien on a été content de passer cette journée avec vous, je voudrais vous rappeler 2 petits points. Il y a des formations, donc Culture du Cœur conçoit et anime avec des intervenants de grande qualité. Il y en a juste une sur les outils numériques collaboratifs au service de la co-construction des projets entre acteurs sociaux et culturels, qui sont vraiment des formations très participatives. Et elles ont lieu le 17 et le 18 mars à Marseille. Ça, c'est une première. Et il y a une formation pour les acteurs du secteur culturel qui est mieux comprendre le secteur social pour adapter les médiations culturelles. Vous l'avez dans les documents qui étaient sur la table. Je voulais vous rappeler ça tout de suite. Je voulais vous dire aussi qu'il n'y a pas de 4e assise. C'est clair, on avait conçu ce système avec 3 fois des assises. Il n'y en a pas de 4e. On va par contre mettre en place, parce que du coup ça va dégager du temps et ça va nous permettre de mettre en place les commissions dont on a parlé pour essayer de concrétiser les outils dont on a parlé, et puis d'autres formes qui vont émerger de ces commissions. C'est juste pour dire qu'on ne peut pas tout le temps travailler de la même manière, puis je pense qu'au bout d'un moment c'est lassant et que c'est bien de se décaler et de changer de forme et de vous écouter, de retenir vos propositions et de construire d'autres choses. Les animateurs des différents ateliers ont dit plein de choses qu'il faudra bien qu'on réutilise d'une manière ou d'une autre. Et puis, je suis sûre qu'on a encore plein de choses dans la tête qu'on n'a pas sorties aujourd'hui. Donc, c'est à ça qu'on consacrera l'année. Par contre, on fera peut-être des moments de bilan, enfin d'évaluation de ce qu'on a été capable de mettre en place ensemble, ou bien de notre incapacité à mettre des produits ensemble en scène. Donc ça sera des moments de regroupement. Donc de toute façon, on trouvera des manières de se réunir, mais pas forcément sous cette forme-là. Merci à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est mon cas à moi, en tout cas, j'ai été ravie. Merci beaucoup.